Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'histoire de Blois. Je suis Mehdi de Babizorgani, donc organisateur de l'événement et donc sur cette thématique de l'année 2019, nous allons commencer avec un panorama vu qu'il est question de l'Italie, de la représentation vidéoludique puisqu'on est sur l'espace jeux vidéo des rendez-vous de l'histoire. Et pour ce faire, donc j'ai avec moi deux invités que je vais laisser se présenter. Tout d'abord donc Julien Lalu, bonjour. Bonjour, merci Mehdi de cette invitation. Avec plaisir. Donc effectivement, moi Julien Lalu, chercheur postdoctorant à l'université de Poitiers et chargé de cours accessoirement. Entendu. Et Antonin Congy. Lui-même. Merci Mehdi pour l'invitation. Merci Julien de m'accompagner durant ce périple oratoire. Doctorant, que doctorant. On va essayer de faire mieux dans les années à venir. En cours de ski. Et puis professeur dans de nombreux contextes dans l'enseignement supérieur, dans différentes écoles et à l'université notamment donc de Michel Montaigne, où j'interviens dans le cadre de mon laboratoire, le MICA. Voilà, où j'interviens donc sur l'enseignement des game studies et du game design. Parfait. Sinon, vous aurez soit en habillage visuel, vu que si vous écoutez et regardez cette vidéo, le hashtag où vous pourrez retrouver les éventuelles sources, etc., les comptes des différentes personnes qu'on rappellera également à la fin de l'enregistrement, donc qui sera RVH 2019. On va commencer donc sans plus tarder avec, alors pourquoi ce panorama? Déjà parce que c'est le meilleur moyen d'introduire la thématique de cette année, et puis aussi, mine de rien, l'Italie... par aspect, au-delà des classiques, hein, évidemment, les jeux qui viennent directement à l'association, donc les rouleaux compresseurs tels que Assassin's Creed, on pense peut-être pas au plus évident, et on va voir à quel point, effectivement, c'est en place de manière variée dans l'histoire du jeu vidéo. Donc, je vais de nouveau me retourner vers toi, Julien, pour avoir un petit peu des accroches visuelles et commenter de cette question-là. Ok, merci Mehdi. Alors effectivement, moi, quand on m'a annoncé cette conférence, premier réflexe, c'est tout de suite essayer dans le vaste champ des jeux que je connais, essayer de trouver des choses qui se rapprochent de l'Italie. Et coup de stress, parce que dans un premier temps, il n'y a pas grand-chose qui remonte. Hein. On en discutait juste avant avec Antonin, effectivement, là, pas grand-chose. Donc, premier réflexe de chercheur, ou en tout cas d'historien, puisque c'est ma discipline. Wikipédia. Non, pas Wikipédia. Non, je suis allé sur le terrain et comme je suis en contact avec pas mal d'étudiants, j'ai posé la question à mes étudiants. Comme ça, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsqu'on vous dit juste jeux vidéo et Italie? Alors j'ai une 50aine de réponses, assez centrées, hein, ces réponses, sur quelques jeux. Certains, oui effectivement, qui me sont venus après. D'autres, j'avais pas du tout pensé. Donc vous voyez apparaître le tableau. D'une manière assez large, il y a le Assassin's Creed, qui remonte, hein, le 2, effectivement, sur la Renaissance italienne. Bon, ça me paraissait assez logique que ça remonte à ce niveau-là. Mario, le personnage, effectivement, j'en parlerai longuement un peu plus tard sur ce personnage de Mario. Est-il vraiment italien? Fait-il un rapport justement avec cette culture italienne? Et l'autre chiffre qui m'intéressait, moi, c'est la troisième catégorie, la troisième colonne, le rien. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'on leur dit jeux vidéo italien, ils pensent à rien. On est à presque 20%. Donc ça c'est intéressant, et on va essayer de comprendre pourquoi ces jeux-là, et pourquoi certains ne voient rien. D'autres choses un peu plus particulières, vous voyez, du Final Fantasy XV, je reprendrai le pourquoi du comment, et du FIFA, probablement avec l'équipe italienne de foot. Alors, première chose, Antonin, tu interviens si tu as des choses à ajouter, hein. N'hésite pas, sauve-moi. Je rigole. Première chose, moi, qui m'interpelle lorsque on parle de Italie et de jeux vidéo, c'est de quelle Italie on parle. Et là, c'est très particulier. Est-ce qu'on parle de l'espace italien? Dans ce cas-là, il va falloir le centrer, le définir, et c'est ce que je vais tenter de faire, puisqu'il évolue beaucoup au fil du temps, au fil de l'histoire. Est-ce que si on remonte dans la haute antiquité, est-ce qu'on parle de la première colonisation des Grecs, ce qu'on appelle la Grande Grèce, qui se concentre véritablement sur le sud de l'Italie. Là, on est autour de la Sicile et autour du bassin de Naples actuel. Mais c'est assez concentré finalement, comme Italie. Et en réalité, il n'y a pas vraiment de jeux, à part des jeux peut-être plus centrés sur la Grèce, qui vont parler de cette grande Grèce, mais pas de jeux sur l'Italie. Est-ce qu'on parle de la République ou de l'Empire romain?
Là, moi aussi, ça me pose problème, ça me pose question, puisque je considère que Rome n'est pas l'Italie. Rome, c'est une cité dans l'espace italien, c'est une cité grecque et étrusque à l'origine en plus, qui s'est étendue par de la diplomatie, par de la guerre ou par de l'influence culturelle, bien plus que de la guerre d'ailleurs, bien plus de l'influence culturelle. Donc c'est pas caractéristique de l'Italie. Ce qui, vous le comprenez, déjà écarte pas mal de jeux. Tous les jeux sur Rome, est-ce qu'on les considère comme des jeux sur l'Italie ? On pourra en débattre après. Puis ensuite, il y a l'Italie des principautés à l'époque médiévale, où là, on n'est toujours pas dans un État uni, on n'est pas dans une nation italienne. C'est vraiment des espaces dirigés par des princes, par des monarques, par des grandes familles. Ça va être intéressant, cette notion de grande famille en Italie, d'ailleurs. Des tyrans. Au hasard. Des tyrans, effectivement. Effectivement. Des tyrans qui ont une autre connotation, d'ailleurs, que le tyran antique. Hein. Oui, j'ai un vague souvenir de ma préparation de CAPES. J'avais le contado italien avec Ezzalino d'Aroma 3, si je me souviens bien. Peut-être la repréciser très brièvement pour ceux qui ne sont pas aussi doctorants ou historiens comme vous, cette différence de tyran, on va dire de définition, d'acceptation du terme tyran. À l'Antiquité, notamment dans la Grèce antique, le terme de tyran est plutôt quelque chose de connoté positivement, c'est-à-dire que c'est une personne qui arrive, qui prend le pouvoir peut-être par la force, mais qui prend le pouvoir pour régler une situation de conflit interne, de guerre civile par exemple. Donc il y a eu des tyrans à Athènes par exemple. Le concept de la dictature, hein, qui était une charge officielle provisoire. On connaît l'histoire avec César. Voilà, et qui au fil du temps, notamment à partir du 14, 15, 16e siècle, prend une connotation plutôt négative, et qui prend cette vision du pouvoir arraché par la force et concentré sur une seule personne ou sur un petit groupe de personnes. D'accord. Une autocratie ou une aristocratie particulière. Donc est-ce que l'Italie des principautés, c'est l'Italie aussi ? On verra qu'il y a beaucoup d'influences extérieures, influences françaises, autrichiennes. Alors est-ce que c'est vraiment l'Italie ? Ou est-ce qu'on considère que l'Italie, c'est ce qui arrive après l'unification italienne ? On est au 19e siècle, donc ce serait une histoire courte de l'Italie. On pourra en parler aussi tout à l'heure. Une Italie qui se construit face à son opposition à l'Autriche, à l'Empire austro-hongrois, avec l'aide de la France. Et d'ailleurs, on parle de République italienne comme sœur ou fille de la République française. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place. Ensuite, est-ce qu'on parle du peuple italien ? De quel peuple ? Les Italiens, c'est quoi ? À l'origine, ce sont des Grecs et des Étrusques. Les Étrusques venus du nord de l'Italie, les Grecs qui ont colonisé le sud. Est-ce qu'on parle ensuite plus tard de la colonisation lombard, qui ne sont pas forcément des Latins à l'origine ? Est-ce qu'on parle des Italiens transalpins, qui se rapprochent là, dans certains points, finalement des Gaulois, qui sont proches d'eux ? Vous voyez bien que finalement, ce qu'on appelle italien aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que l'historien appelle italien au cours du temps. Je me suis posé la question aussi, est-ce qu'on parle dans le jeu vidéo de la culture italienne ? Et là, je vais pas m'épancher parce qu'on verra que cette culture italienne, l'idée qu'on a de la culture italienne est bien plus influencée par le cinéma, notamment américain, que par la réelle culture italienne telle qu'elle est représentée. Je vous ai mis des exemples, Gladiator, on va reparler d'une Rome toute blanche, marbrée, pas ça Rome, pas du tout. Je vous ai mis l'image des Simpsons aussi, ou du parrain, et cette image du parrain est très importante dans l'image de l'italien dans le jeu vidéo. On verra pour l'époque contemporaine. Donc je laisse ça de côté. Et enfin, autre chose qui moi m'intéresse beaucoup, mais là c'est l'historien politique qui parle, est-ce qu'on parle de l'Italie comme construction politique ? Et là c'est encore différent. Est-ce qu'on parle de l'Italie comme territoire colonisé ? Est-ce qu'on le parle comme occupé par plusieurs civilisations ? Je parlais des Lombards, je parlais des Autrichiens. Ou est-ce qu'on parle de l'Italie comme territoire, comme espace qui s'est construit au fur et à mesure de plusieurs régimes différents, plusieurs constructions politiques, la monarchie, la République, l'Empire, les principautés, la colonisation, puis ensuite retour à la monarchie, le fascisme, la République, et ainsi de suite. Ça déjà c'est intéressant, une toute petite parenthèse qu'on va pas développer, peut-être même pas sur cette conférence-là, mais ça vient aussi, la remarque que tu viens de faire, un peu dessiner le genre vidéoludique, parce qu'on parlera aussi pas mal quand même de game design appliqué, de genre vidéoludique qui va être choisi pour représenter l'Italie. Dans ce que tu décris, on va être beaucoup plus dans ce qu'on va appeler
RTS, donc Real Time Strategy. On va être beaucoup plus éventuellement dans des jeux de rôle, RPG, etc. que dans. Après, il y a des cas qui me contrediraient, mais on peut presque faire des parallèles, nomenclature entre ce genre de représentation-là et le genre vidéoludique qui est rattaché. C'était une petite remarque avant de te laisser continuer. Oui, on va même pouvoir en faire concrètement, puisque de toute façon, on verra par la suite que seuls certains épisodes de l'histoire italienne intéressent véritablement le Ludus, oui. Et qui se concentrent véritablement sur des petites périodes qui ne sont pas forcément d'ailleurs pour le coup italiennes. On verra ça après. Tout à fait. Donc finalement, le bilan que je tire un peu de ça, c'est que pour le moment, l'Italie, c'est un territoire très peu stable au cours du temps, qu'il est donc difficile de définir, pas qu'en termes historiques d'ailleurs, en termes géographiques aussi, ou en termes sociologiques et culturels, et que pour le coup, pour des développeurs qui veulent se lancer dans l'aventure d'une représentation de cette Italie, ça part un peu mal, puisque quoi, qui, où, comment, quelle Italie, voilà. Et c'est d'autant renforcer cette difficulté, et je vous ai mis quelques exemples, pour moi en tout cas, je ne sais pas ce que t'en penses Antonin, mais qui est un défaut d'incarnation de l'Italie. Que les figures comme ça, figures tutélaires un peu, qui nous font penser l'Italie, ne sont pas forcément italiens, ou en tout cas lui n'ont pas forcément fait que du bien à cette Italie-là. Je vous ai mis quelques exemples. Alors, ce qu'on va l'Italie fantasmée, l'Italie rêvée, l'Italie mythologique, ça remonte à Énée, et là encore c'est un grec qui arrive. Et donc on a ce mythe de la colonisation et de la création de Rome. C'est un Troyen plutôt ? Oui, un Troyen, pardon, oui, effectivement. Un Troyen, oui. Qui part justement pour la destruction de Troie et qui va coloniser Rome. Scipion l'Africain, peut-être plus important encore que César en réalité, puisqu'il consolide véritablement l'esprit de Rome face à Carthage dans ces guerres puniques. Oui, mais c'est un Romain, pas un Italien. On pourrait dire la même chose d'Auguste. Auguste, premier empereur, mais romain, pas italien. Et d'ailleurs, la plupart des Romains, des empereurs qui vont succéder, ne sont pas forcément des empereurs italiens au sens territorial du terme. Voilà, je prends par exemple l'empereur Adrien, qui est plutôt espagnol. On parle après aussi des princes, César et Borgia. Intéressant, puisqu'il y a un Assassin's Creed de dessus. Ouais. Ou d'autres personnages qui moi m'intéressent plus, mais là c'est peut-être le 19e que je suis, des gens comme Garibaldi ou Cavour qui sont des héros de l'unification italienne et qui sont pour le coup totalement absents, à part quelques rares exemples, tu évoqueras, totalement absents de l'univers vidéoludique, et qui sont pourtant en Italie des sujets de quasi-vénération, avec des grands rapports avec la France justement. Oui. Moi je me demande s'il n'y a pas un biais un peu franco-centré. C'est-à-dire, effectivement, nous, quand on pense aux grandes figures italiennes, alors qu'on va noyer effectivement dans un continuum culturel, chronologique sur plusieurs siècles et millénaires, alors bien évidemment tout ça c'est une construction complètement fantasmée, a fortiori parce qu'on est face à des nations qui sont construites, je pense aussi à l'unification allemande qui est un petit peu, qui suit un peu à la même période. C'est vrai que nous, on a un biais qui est un petit peu particulier. Nous, on vit dans un État-nation centralisé depuis, au moins Philippe le Bel, ou du moins les prémices ont été mises en place à ce moment-là. On fait remonter, selon les lectures qu'on peut avoir de notre histoire, un sentiment national, la bataille de Bouvines, même si tout ça amène des conflits historiographiques parfois un petit peu intenses. Mais en tout cas, voilà, on a une conscience, alors c'est lié à un imaginaire, mais d'une forme d'unité française qui nous renvoie dans un passé assez lointain. Alors quand on s'intéresse à l'Italie, tout ça paraît beaucoup plus fragile. Et effectivement, les figures qui incarneraient éventuellement cette sorte de personnalisation de l'Italie, alors nous, elle nous parle peut-être pas, mais est-ce que quand on parle de Jeanne d'Arc ou Roland de Roncevaux ou du Guesclin ou Chevalier Bayard, est-ce que ça part aux Italiens ? J'en suis pas sûr non plus, à quelques peut-être exceptions près. Donc, ce qui est certain, oui, c'est qu'il n'y a pas de figure qui ont réussi à avoir une autorité universelle comme a pu l'avoir Napoléon, ou que tout le monde connaît de par le monde, ou alors pour des raisons effectivement. Tout le monde connaît Mussolini, mais on ne va pas en faire
un road jeu vidéo, quoique ça pourrait être peut-être un biais intéressant. Oui, voilà, c'est vrai, donc on est face finalement à un sujet qu'on connaît mal. Et je pense que c'est ce qui va conforter aussi finalement les traits caractéristiques des jeux qu'on va voir. C'est-à-dire que c'est un sujet que j'ai eu l'occasion d'aborder à multiples reprises, mais on est face à un médium qui favorise, je pense, l'expression de représentation stéréotypée. Parce que c'est un médium de l'action, c'est un médium de la compréhension immédiate, c'est un médium qui n'est pas pensé pour engendrer en tout cas dans ses usages courants, une réflexion très profonde. On est là dans la simulation des réflexes, dans une communication très simple pour arriver à faire en sorte que le joueur comprenne ce qu'il a à faire. Et donc quand on a des informations qui ne sont pas connues de tous, la facilité c'est de passer par des représentations simplifiées, stéréotypées. Et je pense que moi c'est ce qui m'a frappé quand je me suis intéressé au sujet. C'est effectivement de voir que cette complexité-là de l'histoire italienne, finalement, elle passe complètement à la trappe. Oui. Et même, on en parlera peut-être un petit peu plus développé cet après-midi, même les jeux qui ont été supportés par le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale italien proposent des contenus qui sont sur le plan vidéoludique affligeants, mais sur le plan culturel extrêmement pauvres. Tu as un exemple à l'esprit peut-être Alors, je te retrouverai les titres tout à l'heure. Oui, d'accord. Mais oui, il y a 2 jeux qui ont été faits, un sur l'unité italienne, où justement on peut même jouer Garibaldi à un moment donné, donc et un autre sur la résistance italienne. Donc c'est le rouge et le noir, on traduisait ça en italien. Mais on est face on est face à des jeux, c'est des FPS, qui n'est pas forcément le genre le plus à même de proposer des lectures, on va dire, assez nuancées. Et c'est très manichéen, très simpliste. Enfin, le rouge et le noir, c'est un skin de Counter-Strike. D'accord. Voilà. Alors pour ceux qui ne seraient pas du tout familiers, les skins, c'est un enrobage en fait on va dire pas une enveloppe, mais une variation de palette. Vous avez un jeu, pour le plus connu, un Doom, et vous mettez un autre habillage du personnage principal, et ça vous donne l'illusion que ça peut être quasiment le même jeu, quoi. Un autre jeu, pardon. Oui. Donc même pour la part des acteurs qui auraient peut-être des responsabilités. Alors ça, c'est un autre sujet que j'aborderai un petit peu tout à l'heure, c'est le fait que le médium n'est pas du tout pris au sérieux par les pouvoirs publics italiens. Oh oui. Et donc c'est pouvoirs publics en général. Ouais, mais beaucoup plus. Particulièrement. Ouais, d'accord. Particulièrement en Italie. Uh-huh. Et enfin, en tout cas par rapport à nos voisins proches. Ouais. Et effectivement, ça aide pas. C'est-à-dire que il y a même eu un effet un peu boomerang, c'est-à-dire qu'ils ont fait la promotion de ces jeux comme étant des projets éducatifs intéressants, et puis en fait les gens se sont rendus compte que c'était un fail. Ouais, voilà. et donc ça a donné une mauvaise image, ça a conforté les gens dans leur idée que c'était un médium pauvre qui n'était pas intéressant. Donc une forme de retour de bâton un peu pervers. Voilà, donc effectivement on est face à une problématique assez complexe. On verra dans les exemples qu'on a à vous donner que la plupart du temps ça reste quand même assez superficiel, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, on peut même carrément le dire comme ça, effectivement. Alors, pour faciliter un peu le discours, on a considéré là l'Italie comme l'espace italien, défini au sens large, qui prend en compte aussi finalement Rome, puisque c'est probablement la période qui est le plus représentée sur l'Italie dans le jeu vidéo, donc ce serait un biais scientifique de passer à côté de ça. Donc on va considérer Rome intégrante de l'Italie, même si voilà, vous avez en tête le fait que Rome n'est pas, pour moi en tout cas, l'Italie. Alors, première chose que j'aimerais mettre en évidence pour moi, et finalement ça suit ce que disait Antonin, première chose qu'on peut constater, c'est que ces représentations sont souvent fantasmées. Je vais vous prendre un exemple que je vais détailler un peu, pour bien que vous compreniez finalement comment on peut arriver à prétendre quelque chose comme tenant d'une certaine culture, en l'occurrence italien, qui en réalité n'est pas du tout conçu pour ça, qui n'a pas été fait pour ça, mais qui va le devenir au fur et à mesure peut-être
de fanfiction ou autre. L'exemple, c'est Mario. Mario, vous vous souvenez, c'est le deuxième personnage qui est sorti dans mon petit sondage. Intéressant, effectivement, Mario, Luigi a toujours cette connotation actuellement de frère italien, avec cette petite voix un peu aiguë là. Mario, it's me. Voilà. Très belle imitation. Exceptionnel. En réalité, Mario n'est pas du tout italien. Pour la petite histoire, donc j'ai le temps de raconter rapidement la petite histoire de Nintendo. Donc effectivement, Nintendo, Nintendo, c'est une société à l'origine japonaise, kyotoïte, du 19e siècle, fin 19e siècle, qui s'est spécialisée dans la construction de jeux en bois et de vente de cartes à jouer. Et qui, Hanafuda, pour les nommer. Exactement. Et qui, après les deux chocs pétroliers de 73 et 79, subit une grave crise économique, est obligé de se renouveler. Pour se renouveler, décide de se tourner vers le jeu vidéo et vers le territoire à cette époque-là qui en vend le plus, c'est-à-dire les États-Unis. Ils vont essayer de lancer leur jeu là-bas. Pour ça, se rapprochent de locaux et essayent d'adapter très rapidement. Leur première idée, c'est d'adapter le personnage le plus célèbre auprès de la jeunesse à cette époque-là, qui est Popeye. Donc ils commencent à développer un jeu Popeye. Le jeu final, vous l'avez sur le diapo, là, sorti en 82. Seulement... Très bon jeu. Oui. Très bon jeu, j'ai pu jouer en arcade à l'époque. Non, il est pas, blague à part, il est pas vilain. C'est un très bon jeu. Qui est à droite, donc sur la diapositive, même s'il y a le titre, il y a le titre de toute façon. Oui, il y a le titre, j'ai pensé avec le titre. C'est bien. Seulement quelques semaines avant la sortie, un conflit interne entre Nintendo et les propriétaires de Popeye éclate. Et Nintendo n'a pas la possibilité tout de suite de sortir le jeu. Sauf que le jeu est prêt à sortir et Nintendo veut quand même s'implanter sur le territoire américain. Le jeu était basique, vous incarnez Popeye, vous devez monter une série de niveaux pour aller libérer Olive, de Brutus, qui est aux mains de Brutus. Popeye a la possibilité de manger des épinards qui le rendent plus fort et peut renvoyer les objets lancés par Brutus. Vous voyez où je veux en venir. Nintendo décide quand même de sortir son jeu en changeant simplement l'aspect visuel. Les fameux skins dont nous parlait Antonin. Les fameux skins, exactement. Rapetissent le personnage. Il n'est plus blanc et bleu, mais ils le mettent rouge et bleu. Ils transforment Brutus, simplement le coloris de Brutus, en coloris dégradé de marron. Et changent le coloris de Pauline, qui était blanc et rouge, et la mettent rose et blonde. Enfin, d'Olive, pardon. Et la mettent, on s'en perd. Olive qui est transformée en Pauline, qui est rose et blonde. Et sort un nouveau jeu qui s'appelle Donkey Kong. Donc en réalité, Donkey Kong à l'origine c'est quoi ? C'est simplement un Popeye un peu transformé. Vu le succès du jeu et l'épaisseur que commence à prendre l'univers de Mario, qui ne s'appelait pas Mario à l'époque, il s'appelait Jumpman, Old Man dans un premier temps. Il n'y a pas de lore en fait, il n'y a pas de caractérisation d'univers autour du personnage. Ce qui est génial d'ailleurs d'un point de vue game design, c'est qu'il est caractérisé par ses compétences. Voilà. Oui, exactement. Donc dans un premier temps, Old Man, il prend rapidement le nom de Jumpman. Et pendant plusieurs années, il garde ce nom-là de Jumpman. Et puis au tournant des années 85-86, entre 83 et 85 précisément, Nintendo décide de créer une épaisseur à ce personnage, de lui créer un univers et un skin beaucoup plus présentable. Et pour ça, décide finalement de reprendre les deux personnages les plus célèbres auprès de la jeunesse américaine de cette époque, c'est-à-dire Popeye et Mickey. Mettre ces deux personnages dans un mixeur, mélange le tout, et qu'est-ce qui en sort ? Il en sort Mario avec des éléments pris de ces deux personnages, comme les gants repris de Mickey, les chaussures, le couleur bleu-blanc-rouge, référence au drapeau américain comme le dit Nintendo, la salopette et ainsi de suite. Donc en réalité là on a un personnage purement new-yorkais, Mario est new-yorkais, un personnage purement américain fait par des japonais. Le nom de Mario vient un peu plus tard, l'anecdote est-elle vraie, je sais pas. Nintendo nous raconte que ils avaient loué un local à un entrepreneur italo-américain du nom de Mario Segale. Donc, je vous ai mis la photographie à l'écran. Et pour rendre hommage à cet entrepreneur qui était propriétaire de leurs locaux, ils ont décidé d'appeler leur personnage Mario, puisque visiblement, d'après eux, ils se ressemblaient un peu. Donc voilà, vous en jugerez vous-même.
Donc en réalité, le nom de Mario n'a rien d'italien à l'origine, hein, c'est simplement un Américain qui s'appelait... Alors effectivement, un immigré d'origine italienne qui pourrait porter le nom de Mario. Je vais aller plus loin dans cette histoire pour vous montrer là où je veux en venir. Après avoir créé une épaisseur autour de ce personnage, qui je le rappelle est un personnage américain créé par des Japonais, Nintendo décide de créer un univers autour de Mario. Et pour ça, s'inspire véritablement de légendes européennes, notamment celle d'Alice au Pays des Merveilles, avec cet univers très coloré, la possibilité de grandir ou de rétrécir en avalant une nourriture d'ailleurs, la possibilité de passer dans un tuyau pour descendre dans un autre niveau, des ennemis récurrents aussi, les frères Marteau, qui sont en réalité des personnages d'Alice au Pays des Merveilles, qui sont les gardiens de la forêt, et ainsi de suite. Donc, conclusion, on a quoi ici ? On a un personnage américain, créé par des Japonais, dans un univers européen non spécifié. Et pourtant, la seule chose qu'on retient de Mario, c'est cette typologie italienne. Pourquoi ? Pour une raison très simple, Nintendo, ayant vu que ça se match de ce côté-là auprès des fans, hein, ce côté italien, notamment en ayant appelé son frère Luigi, Mario Luigi, effectivement le rapprochement avec l'Italie est assez facile, ils ont par la suite décidé d'influencer peut-être inconsciemment leurs fans de base, hein, grâce à de la production, pas forcément vidéoludique d'ailleurs, grâce à des animés par exemple. Des dessins animés de qualité très variable. C'est ça. Et dans ces dessins animés, justement, Mario prend la nationalité italienne. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments où il fait des références à l'Italie, où il utilise des mots italiens. Et d'ailleurs, de plus en plus dans les jeux, Mario utilise des mots italiens, ce qu'il ne faisait pas dans les premières... Pour une fameux Mamma Mia qu'on retrouve. Mamma Mia, hein, qu'on ne retrouvait pas forcément dans les premières lignes de dialogue, par exemple, hein, de Mario. Et, deux précisions très rapides par rapport à l'inspiration donc d'Alice au Pays des Merveilles. On peut aussi repérer des inspirations du côté de Harry le haricot magique. Oui. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin sur la genèse de Mario, il y a un ouvrage aux éditions Pixel Love qui s'appelle l'histoire de Mario, écrit par William Oduro, qui creuse encore davantage pour ceux que ça pourrait intéresser. Voilà. Qui est d'ailleurs plutôt pas mal fait. Hein, oui. Ouais, la recherche de fond est assez bien amenée, je trouve. Ouais. Alors pourquoi j'ai voulu insister sur cet exemple, parce que finalement là on repart à zéro, hein. Une espèce d'emblème de personnage italien, n'est pas italien. Donc on repart à zéro. Simplement pour vous montrer que, et comme le disait Antonin tout à l'heure, cette représentation de l'Italie, soit elle est fantasmée, soit finalement elle est assez creuse. Il n'y a rien derrière. Donc nous on va essayer d'aller plus loin, de dépasser ce cadre-là, véritablement s'intéresser aux jeux qui, pour le coup, s'axent véritablement sur un espace italien consacré. Et vous allez voir que finalement ces jeux-là tournent assez en rond, mais c'est vraiment de l'entre-soi, finalement, ils s'inspirent entre eux et s'influencent entre eux. Il y a une question qui, on n'aura pas le temps de le creuser là, mais pourquoi finalement ce choix a été fait par Nintendo ? C'est-à-dire que avec quoi ça résonne à un moment pour que finalement effectivement notamment les joueurs japonais soient séduits par cette orientation, comment est-ce qu'est perçue justement l'Italie dans l'imaginaire japonais pour que finalement on arrive à statuer oui, il vaut mieux que Mario soit italien plutôt qu'américain parce que finalement ça sera plus bankable entre guillemets, et voilà, là il y a peut-être quelque chose qui serait peut-être intéressant de creuser. Peut-être justement en introduction très vaguement sur ta conférence peut-être tout à l'heure. Peut-être. Donc on se lance. Vas-y. Il ne reste pas beaucoup de temps, hein. C'est vrai. Oh, une bonne quinzaine de minutes, on va dire. Oui, bon, on va y aller. Alors, pour que ce soit plus simple pour moi et pour vous, j'avais décidé de couper ça en 4 parties, reprendre les grandes périodes historiques, l'Antiquité, médiévale, moderne et contemporaine. Alors, bien sûr, c'est un biais européano-centré, vous comprenez bien de ce découpage historique. Voilà, on est sur l'Italie, donc on va essayer de rester de ce cadre historiographique, même si ça me gêne un peu. Donc pour l'Antiquité, il y a une phrase dans le film Gladiator que j'aime beaucoup et qui résume un peu cette idée de l'Italie dans le jeu vidéo. D'ici Sparta, non, c'est pas ça ? Non, je vous l'ai mis à l'écran. Il y avait une idée que l'on appelait Rome.
Je sais plus qui dit ça. Je crois que de toute façon, c'est soit l'entourage de soit Commode qui dit ça. ouais, voilà. Marc Aurèle, non? Je sais plus qui. Oui, peut-être. C'est peut-être Marc Aurèle à Commode, peut-être. Pop, Ou pop quiz, Sa sœur. pop quiz chez vous. Ah, C'est ça. C'est la sœur c'est de validé par de le Commode, public. c'est Ouais. ça. Voilà. Donc voilà, il y a cette phrase qui sort et qui résume bien finalement l'idée qu'on a d'Italie. Effectivement, pour l'Antiquité, hein, c'est que il y a une idée qu'on appelait Rome. Et cette idée qu'on appelait Rome, qui est diffusée beaucoup dans le cinéma et aussi dans la peinture romantique et post-romantique, j'en parlerai tout à l'heure, c'est ça qui transparaît dans le jeu vidéo. Je vous ai mis un extrait, je ne sais pas si on aura le temps de le voir, mais si tu pouvais le lancer. Peut-être mettre... je ne sais pas si on peut agrandir l'image. Bon, sinon, pour éviter les soucis techniques, ça peut toujours être intégré dans les... On le diffusera en off pour les gens qui sont avec Donc nous. c'est une image assez célèbre du film, c'est l'entrée de Commode à Rome, l'entrée au Sénat, c'est le passage de son triomphe en réalité, qui en termes historiques se comprend tout à fait. Mais moi ce qui m'interpelle, c'est véritablement la représentation de Rome à ce moment-là. Une Rome toute blanche, une Rome marbrée, très propre, avec des grandes allées. En réalité, Rome, c'est pas ça du tout. Et on le sait très bien, beaucoup d'écrits historiques le prouvent. Rome est une ville assez sale, il y a beaucoup de problèmes d'insalubrité à Rome. C'est une ville avec des rues assez étroites, avec un problème de criminalité assez élevé. On la retrouve beaucoup plus dans la série télé Rome d'HBO, typiquement, pour ceux qui voudraient se faire une ou idée. la série Kaamelott aussi. Le livre 6 de Kaamelott est assez bien représentatif exactement, ouais, oui. dans l'environnement de Rome. Ouais, après, tout à l'humour, fait. après, ça c'est autre chose. Mais le décor de Rome, c'est assez ça, hein, une Rome assez sale, assez glauque. Donc on est loin finalement de ce fantasme-là qui transparaît dans beaucoup de films d'origine américaine pour la plupart, d'un espace ouvert, d'un espace blanc, d'un espace lisse. Et c'est ça qu'on retrouve aussi un peu dans le jeu vidéo. C'est une influence qui vient principalement de l'art. Hein. Il y a Claude Aziza dans son ouvrage qui l'utilise, qui en fait pas mal référence, qui montre clairement que l'image qu'on a de Rome aujourd'hui, c'est une image qui nous vient finalement de la peinture du 18-19e siècle, de ces peintures de ruines, hein, une peinture assez célèbre à la fin du 18e. Je vous ai mis quelques exemples ici, où finalement on a cette Rome de ruines incrustée dans le paysage italien, comme symbole de ce qu'il y avait de bien avant, après plusieurs passages de crise en Italie, justement, avec des passages de colonisation, d'influence extérieure. On a ce fantasme d'un avant meilleur, d'une Italie forte, qui transparaît un peu dans ce jeu vidéo. Donc je vous ai mis quelques exemples ensuite de cette Italie. Alors j'avais mis un autre exemple vidéo de Rise Son of Rome. Je sais pas si tu peux le... pour vous montrer finalement que cette Italie antique s'axe principalement sur quelques types de jeux, quelques genres de jeux. Donc tu parlais des RTS, ou des jeux de stratégie dans un premier temps. Effectivement, lorsqu'on parle de Rome, on est plutôt autour d'une Rome comme un espace non seulement à conquérir, mais à gérer aussi. C'est-à-dire que, par exemple, dans Kaiser 3, dans Civ City Rome ou dans Rome Total War, on est là dans une Rome qu'il faut agrandir, principalement par la guerre qui sert finalement de l'eau douce, hein. Ou dans une Rome qu'il faut gérer, qu'il faut administrer. On vous met soit dans la peau finalement, alors toujours dans la peau d'un haut fonctionnaire romain, c'est-à-dire d'un prétorien, jamais de la plèbe. Enfin, j'ai pas de souvenir de jeu qui nous fait incarner un membre de la plèbe. Non, mais même dans les cas où on ne les incarne pas, ça c'est souligné sur une autre intervenante qui sera, non pas avec nous physiquement, mais Laurie Nuria-André, qu'on aura en vidéo tout à l'heure, qui explique que même dans les cives, la série des cives, on se retrouve toujours avec un équilibrage magique à terme, avec une séparation effectivement aristocrate, plèbe, qui se fait quelles que soient les décisions qu'on prend. Donc ça c'est intéressant, je trouve, d'un point de vue game design. Ça rejoint ce que disait Antonin plus tôt sur la question de la nuance qui est très 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 faible, même sur des jeux quand même qui se prêtent plutôt à une variation à la fois du terrain de jeu comme des décisions du joueur et de sa narration, sens étendu.
Donc même là, ça ne fonctionne pas. On pourrait reprocher ça aux jeux d'action, mais c'est bon. Oui, c'est ça, parce que moi, les souvenirs que j'en ai, on est vraiment autour d'un personnage plutôt patricien. Ouais. On est sur une élite romaine. Hein. Ouais. Soit un administrateur, soit un soldat haut gradé. Et souvent, un peu avec cette idée limite is no good, c'est-à-dire qui veut devenir le calife à la place de calife, et souvent le calife, en l'occurrence, c'est César, quoi. C'est remplacé, voilà. Donc, après, voilà, on est sur la rhétorique procédurale un peu, encore une fois, un peu simpliste, où on représente l'Empire romain comme étant un espace de guerre, de conquête, où il faut le gérer avec une politique impérialiste. Alors que si on prend l'histoire de l'Empire romain, ça a été beaucoup plus en fait des périodes. Il y a des conflits aux frontières, mais en fait très vite ça s'est quand même très souvent stabilisé, et c'était un espace où il fallait gérer effectivement, oui. mais où la dimension impérialiste finalement elle n'était pas du tout permanente. Ça répondait effectivement de temps en temps à des besoins de ressources notamment, d'espace quand il y a mais là on est sur un biais qui simplifie effectivement la perception qu'on peut avoir de cette période, qui met en avant des problématiques de conflictualisation, soit effectivement dans le beat'em all, dans Rise, dans le jeu de combat de masse, dans Rise Son of Rome, soit avec des systèmes de jeux de conquête dans les différents jeux de stratégie qu'on nous propose. Bon, c'est un petit peu caricatural là aussi, pour représenter la période. Oui, je vais pas m'étendre là-dessus, mais je rejoins parfaitement ce qu'a dit Antonin. D'ailleurs, j'ai pas fait le calcul, mais je suis pas sûr que finalement l'Empire soit plus en guerre que la République. Je pense que la République romaine je pense qu'il l'est moins. Hein, bon. Je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais oui, peut-être j'ai pas fait les années de guerre de la monarchie de la République romaine, mais en tout cas, effectivement, c'est un biais assez particulier qui finalement nous laisse à penser que cette période-là s'inscrit dans une temporalité de la guerre, et que l'espace de paix sont des intermèdes entre des successions de batailles, alors qu'en réalité l'objectif romain à cette époque-là, c'est véritablement de stabiliser ce qu'on appelle le limes, c'est-à-dire la frontière. On se rend compte qu'effectivement il y a beaucoup de populations extérieures qui poussent à rentrer, mais pas forcément pour un conflit armé, au contraire, parce qu'il y a cet attrait de Rome. On veut rentrer parce que voilà, il y a l'aura romain, parce qu'il y a une promesse d'entrée aussi l'American Dream de l'époque, sénatorial ou autre chose. Donc c'est pas des choses qui transparaissent véritablement l'influence par diplomatie dans le jeu vidéo. Il y a, mais ouais, puis il y a aussi des choix qui sont faits au niveau de la représentation architecturale. Quand on sait que l'Empire romain c'est 1000 ans d'histoire, il y a eu des variations très importantes, que ce soit dans la construction des bâtiments, mais aussi dans la structuration de l'espace. Effectivement, la plupart de ces jeux de stratégie-là simplifient aussi une représentation très stéréotypée de l'image qu'on a de l'Empire romain à cette époque. Effectivement, avec ces bâtiments blancs, alors qu'on sait qu'ils étaient souvent peints. J'ai une petite anecdote que je ressors souvent à mes étudiants sur le sujet. C'est celle d'une interview de Jacques Martin, qui alors pas le présentateur. Ah oui, d'accord, j'ai eu un moment de doute. L'auteur de la bande dessinée Alix. Ah ok. Qui, dans un premier temps, avait tenté d'être réaliste dans ses représentations, dans ses premières BD. Et puis il recevait des courriers. Alors à l'époque c'était des courriers, on recevait pas de tweets, de lecteurs qui comprenaient pas pourquoi il y avait des personnages dans le décor, sur des piédestals un peu partout dans la rue, autour du Colisée, ce genre de choses. Parce qu'en fait, lui, il avait eu le souci du détail de représenter les statues peintes, et les lecteurs n'arrivaient pas à comprendre, parce qu'elles étaient peintes, que c'était des statues, puisqu'ils voulaient les voir blanches. Et donc après, on est obligé quelque part de sacrifier à ces stéréotypes, et de représenter les choses comme elles sont perçues en fait dans un imaginaire partagé, alors pour X raisons, et malheureusement le jeu vidéo est peut-être le médium le plus perméable, alors le cinéma aussi beaucoup, mais le plus perméable à ces représentations simplifiées. Il y a l'exemple classique aussi d'Assassin's Creed, avec notamment le jeu sur les couleurs, le jeu de lumière entre Damas et Saint-Jean d'Acre, où il suffit de dire que d'un côté c'est bleu et de l'autre côté c'est ocre, jaune, et puis on sait dans quel contexte culturel on est.
voilà, donc, mais c'est aussi effectivement la nécessité pour un médium de raconter facilement les choses. Il ne peut pas s'étendre, il faut qu'on passe à l'action, donc on n'est pas là pour raconter pendant 1000 ans les subtilités d'un comptoir latin ou d'une domination ottomane. Enfin, je ne sais pas. Pas le temps de niaiser, diraient nos amis de Québec. Mais pour être sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux, moi, il y a un autre jeu qui a été sélectionné sur le parcours d'exposition, qui est, Julien, tu parlais d'impératif d'action, qui est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans le jeu vidéo pour avoir à la fois un feedback, ne pas ennuyer le joueur, lui donner cette sensation de l'illusion d'interactivité permanente, entre guillemets, je schématise beaucoup. Les game designers pourront me jeter des pierres. Il y a le jeu donc Shadow of Rome qui est sorti sur PlayStation 2 justement, qui lui alterne entre le parcours d'Agrippa, donc qui était un peu le gladiateur en fait, hein, dans cet arc-là, dans la roman des gladiateurs, et un personnage donc qui va être plus sur les résolutions, on va dire diplomatiques. Et d'ailleurs les séquences de jeu, c'est là où je reviens au game design pour pas parler uniquement de représentation, mais aussi de réalité de manette en main, sont des séquences d'infiltration. Le personnage n'a aucun recours, effectivement, ou très très peu à ma connaissance, si ce n'est vaguement assommer d'autres personnages, mais principalement s'infiltre dans les cités romaines pour récupérer des informations, des choses comme ça, pour retourner effectivement les trames politiques du moment. Donc voilà, c'est une manière un peu détournée qui est proposée, même si voilà, ça reste assez léger. Je te laisse amorcer doucement mais sûrement la... Ouais, j'allais très vite du coup. Non mais on va quand même prendre le temps de terminer. Non, c'est simplement pour montrer les trois périodes qui restent quand même. Ouais. Bon, la période médiévale, ça va aller très vite. Très peu d'exemples de l'Italie à l'époque médiévale. Il y a le fameux Dante Inferno, mais qui est finalement une reprise assez caricaturale de l'ouvrage de Dante Alighieri. Alighieri, pardon. Comédie, et qui est dans son gameplay, game design, pour moi un peu une grosse référence à God of War, à la fois dans le personnage archétypal et aussi finalement dans le skin du personnage. Hein. Le jeu est assez classique, c'est un beat'em all assez classique. Le personnage doit aller aux enfers pour récupérer sa destinée. Douce, le mythe d'Orphée. C'est ça. Avec la possibilité de pouvoir parjurer certains personnages qu'il rencontre au fur et à mesure de sa pérégrination. Puis des passages comme ça, des espèces de boss qui font référence aussi au God of War. Je vous ai mis l'exemple, par exemple, lorsqu'il est sur l'arc de la luxure. Il y a cet arc qui me fait penser beaucoup au God of War, justement, lorsque Kratos rencontre Aphrodite. Il y a tout un passage là où il doit affronter... Un grand moment de subtilité. C'est ça, et il y a à peu près le même renvoi dans le jeu Dante Inferno, où il doit combattre une espèce de monstre nu, monstre féminin assez nu. C'est pas... Moi, j'ai pas grand chose à dire sur ça. Après il se perd dans l'univers fantasmé de Dante, mais le début est sympa. Hein. L'introduction du jeu nous place un petit peu dans le contexte avec le retour de la croisade. Ça, oui. Voilà. Mais c'est vrai, après, c'est complètement fantaisiste. Quoi. Oui, c'est pas grand chose à dire sur ce jeu. D'accord. Effectivement, il y a le contexte de croisade et de rattrapage de l'âme. Et par extension, pas grand chose à dire sur un parcours médiéval, mais ça tu l'avais déjà dit en off. Pas grand chose à dire, non. C'est-à-dire que finalement le contexte de fond disparaît totalement une fois de l'entrée aux enfers. Quoi. Donc, mais après, voilà, ça suit le schéma de l'ouvrage. Ensuite, l'époque moderne. Donc là, on est autour de la Renaissance. J'ai mis un extrait, je crois que c'est d'Assassin's Creed, je sais plus. Assassin's Creed 2. Alors, je vais pas m'étendre dessus, on n'a plus trop le temps. Puis en plus, il y a une excellente conférence hier de Romain Vincent sur Renaissance et jeux vidéo. Donc je vais pas m'épancher dessus. Simplement, voilà, il y a le cas Assassin's Creed 2, assez commun. Et ce qui est intéressant, en tout cas moi, ce qui m'a intéressé sur ce jeu-là, c'est qu'ils ont fait appel à une équipe d'historiens pour rechercher toutes les cartes anciennes de Venise et de Florence au 15 et 16e siècle. Ubisoft a ensuite numérisé ces cartes, ce qui leur a servi de base à finalement leur plateforme de jeu. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que la ville de Venise s'est emparée de ce phénomène-là, a passé un accord avec Ubisoft
pour un contrat d'1 million d'euros avec l'Union européenne pour recréer ce qu'ils ont appelé la Venice Time Machine, qui est un gros projet de recherche où la ville de Venise, alliée avec l'université de Lausanne, je crois, essaye de recréer Venise au XVe et XVIe siècle en numérisant toutes les archives de la ville pour créer une espèce de plateforme dynamique de reconstitution 3D de la ville en se basant justement sur les cartes qu'avait numérisées Ubisoft. Ok. Donc là, on voit comment le jeu peut se rapprocher de la recherche, même si c'est assez... Enfin, voilà, le projet est un peu au point mort. Ça tourne un peu en rond pour l'instant. Mais... D'accord. Il y a des raisons qui font que c'est au point mort La raison, c'est qu'il faut développer un mécanisme de reconnaissance de mots, de mots du 15-16e siècle, et pour l'instant c'est assez compliqué. N'est-ce pas? D'accord. Microsoft a le logiciel, mais Microsoft fait payer très cher le logiciel, et la ville de Venise n'a pas les moyens d'acheter le logiciel. Donc ils essaient de développer de leur côté un système de reconnaissance de caractère type 15-16e siècle, donc c'est assez compliqué. Bon, ce que j'ai mis en évidence, c'est principalement l'environnement, le décor italien de cette époque-là, avec certains assez caricatural de la cité lacunaire. Et je reviens sur Final Fantasy XV d'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'avait cité Final Fantasy XV, puisqu'il y a un monde dans Final Fantasy XV, que vous voyez en bas à droite là, qui fait référence justement à cette cité autour d'une lagune, autour d'un lac, qui est clairement inspiré de cette Italie, notamment de Venise. Voilà, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur cette... Moi je réfléchis en même temps, c'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, c'est un contexte finalement qui est assez peu utilisé dans le monde du jeu vidéo. Quand on parle de l'Italie dans le jeu vidéo, on se retrouve avec des stéréotypes, avec des bouts de décor à droite à gauche. Je pense par exemple à plein de productions SNK dans Metal Slug, Fatal Fury. On va voir la Tour de Pise ou des Fiat 500 qui traînent pour dire voilà, on est en Italie. Donc c'est quelque chose qui est fait quand même globalement assez à l'arrache. On pourrait dire pareil pour l'orientalisme aussi. Oui, non mais le sujet est traité de manière superficielle en jouant sur les stéréotypes que tout le monde comprend. Bon, je porte pas de jugement de valeur en disant ça. Non, bien sûr. Mais après, ce qui me frappe, c'est que donc il n'y a pas de grosse production ou à peine. Et puis quand il y en a une, déjà il y a le personnage de Mario où à un moment donné, il y a quand même Nintendo qui fait ce choix stratégique d'un point de vue marketing de le caractériser comme étant italien, ce qui est pas du tout anodin. Et puis après, quand on a Assassin's Creed 2, on a un épisode qui donne finalement une trilogie, puisqu'on on a deux suites. On a le 2.3, le 2.7, je sais pas exactement quelle est l'appellation officielle. Donc finalement, tu veux dire les Brotherhood et Revelations? Oui. Et donc on a un espace de jeu qui va être surexploité par Ubisoft. Le personnage d'Ezio qui va devenir le personnage peut-être le plus emblématique de la série, alors qu'on était plutôt parti sur Altaïr à la base. Et voilà, ça m'étonne parce que finalement il y a des sortes de fulgurances comme ça, on s'arrête dessus puis on se dit tiens, ça marche bien en fait, ça plaît, mais peut-être que c'est particulièrement difficile finalement à utiliser, qu'en termes de production, de recherche, d'arriver à trouver finalement de quoi parler pour arriver à capter le public, c'est peut-être particulièrement compliqué, ou alors on joue uniquement sur des stéréotypes. Mais par contre, quand on y arrive, effectivement, là on arrive à trouver quelque chose qui fonctionne très bien et qui va nourrir un imaginaire et qui... moi j'ai beaucoup aimé me perdre dans Assassin's Creed 2. J'ai beaucoup aimé la dimension muséale, de faire la collection des tableaux, les mettre dans ma petite bibliothèque personnelle. Et c'est ce que je retiens surtout de ce jeu-là. Après, il y a des prises de liberté quand on finit par se battre contre le pape en combat à main nue, en duel dans les jardins du Vatican. Il y a un moment où on décroche un petit peu quand même. Où le sujet, le sujet n'est pas traité de manière très sérieuse au final. Mais ça nourrit un imaginaire. Voilà, finalement, Assassin's Creed a commencé avec les croisades, mais tous les développements autour des Templiers, des manipulations de la théorie du complot, et puis le rapport aussi à Ève et Adam, aux reptiliens, extraterrestres, je ne sais quoi. Tout ça s'est développé dans ce contexte-là. Tout à fait. Avec référence aux divinités aussi du panthéon antique, du panthéon romain. Donc finalement, ça nourrit un imaginaire qui est plutôt intéressant et qui a tendance, je pense, à poétiser l'expérience et à nourrir un certain rapport au merveilleux.
voilà, qui... Mais là, ton observation, si je te suis bien, c'est que ce que tu nommais en introduction, donc le lore, cette dimension narrative étendue de l'univers, elle s'est quand même focalisée plutôt, ayons pas peur des mots, sur un imaginaire et une représentation historique même fantasmée européenne, occidentaux-européenne, plutôt que sur le premier qui était plus mixte, ou même les suivants qui étaient du côté états-unien et les autres nations qu'on a vues. C'est le seul moment où la série s'est permis de faire un... Oui, là-dessus, je suis acquis à la cause, parce que c'est un fait. Après, on pourrait... Julien parlait de fanfiction aussi. C'est vrai qu'on n'a jamais vu autant de transmédia que à partir du 2. Donc les dérivés, on va dire, extensions du scénario par des BD, par des séries d'animation, des films live. Voilà. Donc voilà. Peut-être que tu voulais rajouter quelque chose, Antonin ? Bon, on va arriver effectivement doucement à la dernière période, comme ça on va pouvoir un peu conclure. Alors pour l'époque contemporaine, moi ce que j'ai pu repérer, tu me diras si apparemment t'as repéré d'autres choses, notamment sur l'unification italienne, mais on est vraiment autour d'une Italie fasciste, c'est-à-dire axée sur la période de la Seconde Guerre mondiale, ou ce que j'appelle des Italiens gangsters, j'en parlerai un peu, autour du mythe de la mafia, et là ça rapproche justement de ce que vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire du cinéma américain. Alors sur cette Italie fasciste, effectivement, on a plusieurs jeux sur la Seconde Guerre mondiale, notamment sur la libération de la Sicile, l'opération Iuschi. Je vais pas m'épancher dessus, c'est du FPS classique, hein. On a du Medal of Honor, on a du Call of Duty, on a du Battlefield, donc voilà, ça parle à tout le monde. On est le gentil héros, soit britannique, soit américain, et on vient libérer la Sicile du méchant fasciste. Bon, c'est assez manichéen. C'est d'ailleurs le seul rapport dans ces jeux-là qu'on a avec l'Italie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément il y a quelques drapeaux par-ci par-là, mais véritablement, c'est simplement quand les gens vous foncent dessus en criant en italien, des mots incompréhensibles d'ailleurs, qu'on se rend compte qu'on est véritablement en Sicile. Il y a une espèce de décorum méditerranéen avec de la lumière vive. C'est doré, c'est joli. Ça passe souvent par les cris des villageois, hein, comme dans Resident Evil 4. Hein. On développe en général son package de jurons à ce moment-là. C'est un peu ça. Mais bon, on retrouve en fait un peu la même logique que par exemple dans les jeux sur la Seconde Guerre mondiale et le Japon. Je pense à Medal of Honor, Soleil Levant, où on a ces Japonais qui vous foncent dessus en criant Banzai. Bon, c'est complètement ridicule, sabre à la main. Voilà, on est un peu là-dedans. Non mais c'est ça. Non, excuse-moi, c'est du Michel Leb numérique, quoi. Voilà. Oui, non, mais je vous conseille les pubs de la GX 4000 hein, dans le genre. Petit aparté. Ah ouais, GX 4000. Ouais. Ah mince, d'accord, très bien. À noter. Voilà. Alors j'ai quand même noté Battlefield 1, où il y a une campagne autour de l'Italie. D'accord, on peut incarner un soldat italien. Effectivement, alors c'est la campagne Avanti Savoia contre les Autrichiens. Okay. Très intéressant, ça donne un nouveau gameplay puisqu'il y a des phases d'escalade dans les Alpes. Il y a toute cette partie-là de cette armée italienne qui est obligée de démonter son matériel pour le faire grimper, le faire traverser les Alpes et tout ça. Donc c'est assez intéressant d'insister sur cette période-là, cette période qui est très peu étudiée d'ailleurs du côté italien. Donc c'est assez intéressant. Alors le jeu a été beaucoup critiqué pour d'autres choses, notamment le fait que l'armée française n'est pas présente dans le jeu et doit attendre un DLC payant pour faire Bon, ça c'est un autre débat. Mais il y a quand même cet épisode-là qui est assez intéressant que j'ai noté sur cette présence italienne. C'est d'autant plus intéressant que c'est sur la Première Guerre mondiale. Il y a déjà peu de jeux sur la Première Guerre mondiale, donc en plus un jeu avec la présence italienne dans la Première Guerre mondiale, c'est intéressant de le noter, je trouvais. Et enfin, dernière partie de ces jeux contemporains, ce sont les jeux autour du fantasme, et là on est plutôt dans une mythologie américaine, mythologie nord-américaine, du gangster, de la mafia. Donc il y a ces jeux Mafia 1, 2, 3, assez célèbres, mais on a aussi tous les GTA, notamment le Vice City, avec Tommy Vercetti et son patron, là, Sonny Forelli, qui sont en réalité simplement une reprise de cette mythologie américaine du gangster qu'on retrouve dans le cinéma. Je vous ai mis quelques exemples, Parrain, Scarface, ou même Gros Tony dans Les Simpsons. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Donc c'est finalement, et c'est probablement là aussi un biais dont tu parlais Antonin tout à l'heure par rapport au médium qu'est le jeu vidéo. Ce sont les sources d'influence de ce jeu vidéo là.
de ce type de jeu vidéo-là. On est vraiment sur une influence cinématographique. Et le rapport qu'a le public avec cet univers italien, notamment le public nord-américain, ça va être cette ambiance-là, finalement, qui rapproche, et c'est ma dernière slide justement, peut-être un peu moins positive, qui rapproche un peu la lecture qu'a l'histoire italienne, de l'histoire américaine, de cette immigration italienne au cours du 19e siècle, qui a créé des grands conflits internes à la société américaine. Je vous ai mis quelques exemples des conflits que ça peut créer. La plus intéressante étant celle qui est en bas à droite, je ne sais pas si vous avez à le lire. C'est publié dans un ouvrage, un journal qui s'appelle The Mascot, de Philadelphie, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et on a finalement cette population-là, le regard qu'a la population américaine sur cette population italienne. Dans la première, on ne voyait pas très bien, mais population nuisante, nuisance sonore. Ensuite, une population agglutinée dans des espaces assez fermés. Le passe-temps des Italiens, on voit des Italiens en train de s'égorger. Et ensuite, vous avez deuxième partie du document, c'est comment les traiter, donc à coups de bâton et en les remettant à l'eau avec une cage. Et là, on est fin 19e, début 20e. Comment ? Non, je disais ambiance. Il y a de l'ambiance, effectivement. Je vous ai mis aussi le lynchage d'Italo-Américains à la Nouvelle-Orléans en 1891. Donc on a cette partie de l'histoire américaine qui n'est pas encore totalement éteinte. Alors, pour des raisons aussi intrinsèques à la société anglo-saxonne aussi, société de communauté, d'ensemble de communautés. Ça, c'est un autre débat, mais qui focalise finalement cette immigration italienne autour de quelques exemples stars, tels que la mise en place d'une mafia. Et on sait comment est développée cette mafia au 19e siècle. Effectivement, il y a une grosse part de prostitution dans ces femmes italiennes d'immigration. Il y a une grosse pauvreté dans ces populations-là qui, je rappelle, quittent l'Europe à cause justement d'une pauvreté qui s'accroît en Italie, mais aussi on pourrait faire le même cas de l'Irlande. Oui, j'allais justement y venir. C'est intéressant de voir que justement dans les mafias, il y a beaucoup moins de représentation, même si par exemple GTA 4, c'est un petit peu plus le cas, mais si on faisait une recherche effectivement avec un jeu vidéo, en jeu vidéo, on a dans le cinéma, il y a Gangs of New York par exemple, autour de cette immigration irlandaise. Il y a des choses effectivement, mais le cinéma a collé cette image de l'immigré italien comme étant le chef de famille. Alors effectivement, la famille sicilienne, napolitaine, qui finalement baignait dans cette espèce de pègre des heures sombres de l'histoire américaine, qui permet aussi finalement de rendre l'action beaucoup plus vive, avec des scènes de tir, avec des scènes d'infiltration, avec des scènes de torture dans certains jeux, par exemple dans Mafia, ou même dans GTA. Donc je voudrais juste finir là-dessus, en réalité, simplement pour, d'une manière globale, cette représentation de l'Italie, à mon sens, je ne sais pas, tu me diras ce que tu en penses, mais cette représentation de l'Italie dans le jeu vidéo est beaucoup plus induite par le fantasme qu'on a à travers d'autres médiums, le cinéma, les romans, la peinture, on l'a vu avec les ruines, qu'à une véritable réflexion indépendante du jeu vidéo lui-même, à mon sens. Vraiment influencé là par d'autres types de médias que par une représentation type de l'Italie dans le jeu vidéo. Je vais rapidement conclure. Très bien. En suivant tout ton propos. Oui, il y a évidemment un double effet déterminant, celui du médium et celui du contexte de production, qui fait que on se retrouve avec ces jeux qui véhiculent des représentations en grande partie stéréotypées. Maintenant, moi, quand tu m'as demandé aussi d'intervenir, j'ai un peu le même réflexe que Julien, c'est une incapacité à tout de suite avoir des référents qui viennent en tête. Et en fait, il y a un jeu auquel j'ai pensé quand on a mis un jeu qui me l'enseigne l'Italie, au-delà bien évidemment d'Assassin's Creed 2. C'est le jeu de Konami, le jeu de course de Konami, GTI Club. Et j'essaie de comprendre finalement pourquoi est-ce que ça a résonné. Alors l'épisode 2, donc a priori celui auquel j'ai joué en arcade et qui donc m'avait marqué, nous permet de jouer sur des circuits qui se déroulent en Italie, et puis on dirige aussi une Fiat 500. Donc là on est complètement dans la possibilité d'avoir une Fiat 500. Et moi je me souviens avoir joué avec une Fiat 500, donc avoir été attiré par cet objet là. Et
si je devais résumer aussi ce qui me paraissait le plus italien dans le jeu, et là en disant ça je parle peut-être plus de moi que du sujet, mais on est dans des courses ouvertes sur route. J'en parlais un petit peu tout à l'heure parce que c'est une tradition italienne de faire des courses ouvertes sur route jusqu'au jour où finalement ils se sont rendus compte que ça avait trop de morts, donc ils ont arrêté. Et finalement, donc en conduisant sa Fiat 500, on passe comme ça dans des villages, dans des villes, et il y a une interaction qui est assez jouissive dans le jeu, c'est qu'on peut passer notamment sur les terrasses de café et faire voler les chaises, les tables, les parasols. Et j'avais l'impression que dans cette interaction-là, il y avait quelque chose qui, pour moi, résonnait comme étant particulièrement italien. Alors, je ne sais pas ce que ça dit de moi, de ma façon de percevoir l'Italie. Peut-être que, comme je ne suis pas le seul à voir les choses de la même façon, je me dis que ça peut parler. Mais cette dimension un peu foutraque, un peu hors norme, un peu hors cadre, une dimension un peu transgressive, tout en étant un peu loufoque. Voilà, je crois qu'il y avait des choses un peu résumées dans cette petite mécanique-là, dans cette interaction-là, qui me semblait dire beaucoup de choses, sinon la façon dont on percevait, ou du moins en tout cas les Konami, les Japonais, mais les gens qui jouaient au jeu, des éléments culturels qui pouvaient représenter de manière un petit peu partagée ce que pouvait évoquer chez nous la culture italienne. Je terminerai juste en faisant remarquer qu'il y a... Donc c'est un travail que je mène souvent avec mes étudiants, de justement étudier les différents contextes de production de jeux vidéo. Et bon, ça sera le sujet de ma conférence tout à l'heure. L'une des particularités problématique de la représentation de l'Italie dans le jeu vidéo, c'est que les Italiens se sont peu emparés de cette problématique-là et ont proposé assez peu de productions se mettant eux-mêmes en scène en Italie. Même dans les années 80, qui est censé être un contexte assez enclin à ce genre de représentation, notamment quand on s'intéresse aux jeux vidéo français, on voit qu'il y a plein de jeux français faits par des Français pour un marché français. On n'a pas du tout la même dynamique dans le jeu vidéo italien, si ce n'est avec des centres d'intérêt. Bon là je tease tout à l'heure autour du football, autour du sport mécanique, ce genre de choses, où là oui, là on va pas, mais on va se mettre en scène, mais finalement on met plutôt des pratiques qu'une histoire ou un contexte culturel particulier. Ce qui fait que ça nous manque un petit peu, comme cette auto-représentation. Je pense qu'il faut avoir un sujet un peu plus nuancé sur les représentations. Un côté un peu Ciao Italia, quoi, les affiches avec les Vespa, les trucs assez emblématiques. Voilà, qu'on sorte du contexte où c'est les Japonais ou les Américains qui, à travers leur façon de leur appropriation culturelle, entre guillemets, parce que pas du tout péjoratif dans ma bouche, de ce contexte-là. L'impose, ça aurait pu être intéressant d'avoir le point de vue italien. Comment est-ce qu'eux ils se perçoivent, et les quelques traces qu'on a, je vous ai dit, on parlera aussi un petit peu tout à l'heure, c'est quelques jeux pseudo-éducatifs mais qui sont en fait des ratages total, qui disent aussi, là pour le coup, finalement, non pas sur la façon dont ils se perçoivent culturellement, mais sur la place que peut avoir le médium pour eux comme étant outil éducatif. Très bien. Pour définitivement conclure cette conférence, et ce sera un écho, je pense, parfait à ce que vient de dire, au souvenir qu'a partagé avec nous de jeux et personnel Antonin, je vous renvoie vers, encore une fois, c'est le hasard qui fait bien les choses, un des jeux de ce parcours d'exposition qui, là vous vous dites on est derrière notre écran, ça tombe très bien, est disponible sur le site d'un duo de game designers indépendants qui s'appelle We Are Muesli, donc comme les céréales, vous l'avez bien entendu, et qui s'appelle en l'occurrence c'est un studio qui s'appelle Santa Ragione qui a créé donc le jeu Wheels of Aurelia, qui consiste effectivement à conduire une voiture et avoir des échanges avec les différents, ça ressemble un petit peu aux séquences, on parlait de GTA tout à l'heure, qui ont fait un peu le sel du jeu, de discussion off, et là c'est intéressant parce que ça représente un peu la culture italienne au travers des personnes qu'on accepte ou pas de prendre en stop. Le jeu est très accessible et accessoirement je vois la lumière dans vos yeux derrière vos écrans, gratuit, donc voilà, si je ne dis pas de bêtises, je crois. Voilà, on terminera là-dessus. Julien l'a lu, donc merci, je ne t'embête pas pour savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, parce que tu n'es pas encore sur le Twitter game, donc on peut pas venir t'embêter. Éventuellement, venez m'embêter moi, venez m'embêter moi ou Antonin, et on transmettra. Antonin, est-ce qu'on peut éventuellement
t'interpeller par rapport à ce que tu as dit, pour que les gens viennent dire mais moi aussi j'ai ce souvenir italien mécanique GTI Club. Oui, bien sûr. Mon Twitter est ouvert aux 80. Et qui est ton Twitter? Qui est à Congy. Voilà, arrobase Antonin, en toutes lettres, Antonin, non, à Congy, Congy, voilà. Et pour ma part, vous pouvez me retrouver, venir échanger sur _Mehdi, MEHDI. Voilà, on vous remercie, et puis de toute façon, comme le disait Antonin, ce n'est pas terminé, c'est la première conférence d'une longue série.